enchaîne avec une présentation de Jackie Akoka. Donc, Jackie qui est le directeur de Télécom École de Management. Le nouveau et et le directeur. Donc, le nouveau directeur, parce que c'est relativement récent. Jackie est professeur en système d'information à Télécom École de Management depuis une quinzaine d'années à peu près, voilà, 1998. Il est docteur en informatique de l'Université de Paris 6 et également détenteur d'un PhD en système d'information du MIT. Il a été aussi directeur général de l'IFOP et il a successivement aussi été directeur de recherche et doyen des professeurs de l'ESSEC. Et donc aussi, il y a quelque chose que j'ai vu tout à l'heure, je dis oui c'est ça, tu as été professeur aussi à l'ESSEC alors à partir de 71, donc ça fait depuis quand même maintenant quelques années. Donc Jackie va nous parler des systèmes d'information, complexité et passage à l'échelle. Voilà. Ça marche? Si? Celui-ci? Non, vas-y, prends celui-ci. Je dois dire que je suis un nouveau directeur de Télécom École de Management, mais je n'ai pas encore quitté une fonction que j'assure encore au CNAM, dont je suis titulaire de la charte d'informatique d'entreprise. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Voilà, je me disais, il y avait quand même un élément qui me paraissait important. Il n'y a pas de confusion chez les uns et les autres, et Dieu seul sait qu'il y a des confusions un peu partout. Je vais essayer de vous présenter une démarche que nous avons élaborée à la demande d'une grande banque française, même d'une très grande banque française, qui avait un problème de gestion de la complexité, réduction de la complexité des systèmes d'information, de leur système d'information. Alors, pour cela, il faut que peut-être je vous donne un exemple qui soit, comme on appelle, motivating example. Et puis par la suite, j'essaierai d'introduire le concept de complexité dans les systèmes d'information, qui est un peu différent de la complexité en général dans les grands systèmes quand on pense aux aspects architecture. Et vous proposez donc cette démarche. Et écoutez un peu vos remarques sur la démarche, ça m'intéresserait de savoir un peu ce que vous en pensez. Peut-être pour commencer ça, peu de gens savent en France qu'en mai 2010, il y a eu un clash, ou même un crack d'ailleurs, très très important, puisqu'en l'espace d'une dizaine de minutes, plus de 800 milliards de dollars ont disparu de la circulation suite simplement à un événement intempestif que les systèmes ne savaient pas gérer. C'est de manière automatique, on a émis un ordre d'achat de 4 milliards,2 millions, je crois, 200 millions sur un ordre d'achat, et les systèmes étaient affolés parce qu'ils ne savaient pas gérer des ordres aussi importants et de manière automatique. Et donc, tout de suite après, bien évidemment, il y a eu une dizaine de minutes de panique, mais une dizaine de minutes de panique quand il s'agit de 800 milliards de dollars, ce n'est pas négligeable. Et on s'est mis tout de suite après, donc l'organisme de régulation et de contrôle américain s'est mis à faire une enquête 6 mois après. En fait, on a découvert que ce n'était pas un bug informatique. Ce n'est absolument pas un bug informatique. Les systèmes fonctionnaient parfaitement bien. Mais simplement, le fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, les acheteurs, les vendeurs, les organismes de compensation, etc., leur système fonctionnait individuellement correctement, mais mis ensemble, ces systèmes n'ont pas fonctionné pendant une dizaine de minutes. Et donc, c'est très clairement indiqué par cet organisme qui s'appelle le SEC, SEC, qui indiquait simplement que c'était la complexité lié à un ordre automatique d'une ampleur sans précédent et à l'incapacité des systèmes, dans des cas pareils, à se gérer entre eux et à gérer, alors qu'individuellement ils fonctionnaient parfaitement bien, que ce crack est arrivé. Et heureusement, donc, les systèmes après ont été récupérés pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, l'idée principale, ou la raison principale qui a été invoquée en tout cas par l'organisme de contrôle, c'était de dire c'était la complexité de différents systèmes gérés indépendamment les uns des autres, appartenant à des organismes différents qui d'habitude travaillent ensemble, mais dans des conditions, dans des cas particuliers, n'arrivent pas à retrouver le mécanisme, pas d'interopérabilité, parce que l'interopérabilité existait parfaitement, mais de fonctionnement correct entre eux. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez connu, je crois, dans la littérature, sur la complexité des systèmes d'information. C'est d'ailleurs à la suite de ça que cette grande banque nous avait demandé de réfléchir un peu à la complexité de leur système d'information dans le cadre d'une équipe qui, à l'époque, était localisée essentiellement au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, mais les travaux ont continué par la suite avec les gens de Télécom École de Management. Alors, donc,
il faudrait tout de même qu'on comprenne tous, qu'on ait au moins un langage commun sur les systèmes d'information, parce que souvent on entend système d'information, mais la compréhension de ces systèmes n'est pas la même de personnes, ou d'école de pensée à une autre. En ce qui me concerne, et je crois que c'est assez partagé par les gens du domaine, un système d'information, c'est d'abord un système socio-technique, et quand on dit socio-technique, il y a l'aspect social, ça veut dire des individus. Alors, on appelle ça donc des utilisateurs en interaction entre eux, bien sûr, qui expriment un certain nombre d'exigences, mais ces utilisateurs, bien évidemment, sont intégrés dans un processus métier. Le processus métier fait partie du système d'information. Tout à l'heure, avec Van der Helst, on vous a montré la manière de gérer un certain nombre de processus. Ces processus aussi ont une complexité qui leur est propre, et puis ces processus sont gérés par un ensemble de règles de gestion qui permettent de les conduire correctement jusqu'au moment où les architectures sont mises en œuvre et on arrive à résoudre le problème ou à répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a, au-delà des besoins fonctionnels, ce qu'on appelle des besoins non fonctionnels liés à des aspects de sécurité, de performance, etc. Et puis il y a un aspect qui est souvent négligé dans la littérature sur les systèmes d'information, mais qui joue un rôle non négligeable quand on sait les sommes importantes, qui dans les systèmes complexes ou dans les systèmes importants n'est pas négligeable, du type coût, délai et bien évidemment rentabilité du système d'information. Donc pour nous, c'est ça le système d'information. Une banque a un système d'information qui a un ensemble d'utilisateurs assez complexe, assez en interaction les uns avec les autres, dans un cadre de processus métier. Ce n'est pas des processus simples, comme la gestion des stocks ou la gestion des achats. Ça peut être des processus de gestion de titres, par exemple, qui sont assez complexes et qui doivent bien évidemment intégrer ces règles de gestion et intégrer les autres éléments qui sont les éléments non fonctionnels. Ça, c'est le système d'information. Et la complexité des systèmes d'information va venir bien évidemment du fait que tous ces composants qui sont là vont évoluer individuellement ou de manière collaborative, de manière combinée, plus tout ce qui consiste à avoir aussi les modifications qu'imposent les régulations, le marché, les organismes de régulation, la concurrence, etc. Donc il y a un nombre extraordinairement important de facteurs qui concourent à rendre plus complexe encore un système d'information qui, au début, probablement pour les gens qui ne connaissent pas très bien, considèrent que c'est relativement simple. Voilà, d'où donc des caractéristiques un peu plus spécifiques de ces systèmes d'information qui vont être à l'origine de notre démarche, enfin qui vont expliquer en tout cas une partie de notre démarche, la taille, l'interconnexion bien évidemment, les demandes, je l'ai dit tout à l'heure, les demandes d'évolution, soit des utilisateurs, soit du processus métier qui change en cours du temps, soit des architectures et les technologies que l'on met en œuvre. À partir de là, le système d'information complexe, il y a un nombre assez important, il y a une littérature assez importante, il y a des systèmes d'information complexes monolithiques, ça veut dire qu'ils ne sont conçus que par un propriétaire pour un ensemble d'activités liées au domaine, ou des coalitions de systèmes, ou ce qu'on appelle des systèmes de systèmes ou des system of systems, ou notamment dans les initiatives américaines et anglaises, de ce qu'on appelle le LS-CITS. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ces différents systèmes, auquel cas je peux aller vite. Donc la complexité due au nombre important de composants, au type de relation existant entre les différents composants du système, au type de relation entre le système et son environnement, le système et ses utilisateurs. Et là émerge un élément important que nous allons utiliser, ce qu'on appelle la propriété émergente du système. Ça veut dire quoi, la propriété émergente? C'est le fait que, composé d'un grand nombre de systèmes ou d'agents auto-organisés, le mode de fonctionnement de ces agents auto-organisés vont faire émerger un comportement qui n'est pas prévu au départ, qui n'est pas inclus au départ dans le système tel qu'il a été conçu, développé et mis en œuvre. Donc l'interaction en quelque sorte entre ces agents autonomes et auto-organisés cette interaction va générer un certain nombre de comportements qui n'est pas prévu, qui ne sont pas déterminés en quelque sorte ou déterministes. Bon, donc c'est ça le concept d'émergence. Peut-être que je vais aller vite puisque je n'ai pas beaucoup trop de temps pour aller proposer un peu la démarche que nous avons proposée à cette banque et par la suite on a essayé de la conceptualiser. Je vais aller tout de suite là. Ça c'est une revue de la littérature sur ces théories qui permettent d'améliorer un tout petit peu soit l'aspect réduction de la complexité, soit l'aspect gestion de la complexité sans être obligé particulièrement d'intervenir au niveau de sa réduction. Bon, là-dedans, je pense qu'il faut... nous, on a considéré que la théorie du système était un élément qui pouvait aider dans la réflexion sur
la gestion, la modification, la réduction de la complexité des systèmes d'information. Ceux qui sont familiers avec la démarche d'urbanisation, grosso modo, a pour but de rendre moins complexe, plus modulaire et donc moins complexe de gérer la complexité des systèmes d'information. Pour cela, on utilise un certain nombre de règles qui permettent, en partant d'une architecture métier, de projeter cette architecture métier sur la base d'un certain nombre de règles d'urbanisation sur les différentes couches, la couche fonctionnelle, la couche applicative et la couche technique. Et à partir de là, pouvoir gérer des couches de manière non pas indépendante, mais de manière suffisamment modulaire pour que toute évolution, toute modification, soit au niveau du métier, donc le processus, soit au niveau des besoins des utilisateurs, soit au niveau des applicatifs, puisse être réalisée au moindre coût en ayant préalablement réduit un peu cette complexité. Et puis il y a la perspective socio-technique que je vous ai proposée tout à l'heure. Un système d'information, c'est un système socio-technique. Il a une dimension organisationnelle, il a une dimension technologique, il a une dimension humaine à travers ce qu'on a appelé donc les exigences des utilisateurs, et bien évidemment, comme je vous ai montré, la dimension financière. Nous allons combiner un peu les trois dernières approches de tout à l'heure, que je viens de vous présenter, pour essayer de développer, nous, l'approche qu'on a proposée à cette banque et à partir de laquelle donc on a un peu conceptualisé notre démarche. L'idée de base, c'est de chacun, dans les 5 démarches que je vous ai rapidement présentées, chacune des démarches n'est pas suffisante pour pouvoir gérer la complexité. Certaines démarches peuvent gérer la complexité technique, d'autres peuvent gérer la complexité organisationnelle. Peu de démarches seules gèrent l'ensemble des composantes ou l'ensemble des dimensions socio-techniques d'un système d'information. Et donc l'idée de base, c'est d'aller chercher dans les 3 dernières, pour l'essentiel, ce qu'elles ont de caractéristiques et de les combiner de telle sorte à ce qu'on puisse parvenir à des éléments qui aident ou qui facilitent la réduction, mais aussi le guidage de la gestion de la complexité. Donc on a combiné la théorie des systèmes, ce qu'apporte la théorie des systèmes, je suis désolé, on ne peut pas en 15 minutes aborder toute la théorie du système, on aurait besoin d'une journée entière si on devait le faire. Idem pour la démarche d'urbanisation, idem pour notre démarche de perspective socio-technique. Nous, on a considéré que ces 3 démarches étaient pertinentes par rapport à la problématique de réduction et de gestion de la complexité. On a considéré que ces 3 démarches étaient complémentaires parce qu'elles apportaient des éléments de réponse à la complexité liée à chacune des dimensions. On est conscient qu'il y a un recouvrement, qu'elles ne sont pas indépendantes complètement, qu'il y a un recouvrement, mais ce recouvrement n'est pas un obstacle à définir une démarche de réduction et de gestion de la complexité. Toutefois, on est conscient du fait que ça ne va pas résoudre tous les problèmes. La complexité des systèmes d'information est suffisamment grande pour qu'on n'ait pas la prétention de dire on a réglé tous les problèmes. En revanche, on va rajouter un élément que peu d'approches, déjà 5 minutes, oh mon Dieu, peu d'approches gèrent, c'est le problème de la régulation. Donc, je vais passer tout de suite à la proposition. On dit la complexité du SI est due à une triple obligation de conformité, d'efficacité et d'adaptabilité. Si vous voulez, je peux revenir sur chacun de ces critères. Ce sont des obligations, en fait, plus que des critères. C'est une obligation que tout système d'information doit remplir s'il doit pouvoir répondre à l'attente que les utilisateurs ont de lui. Donc on va englober les 3 en disant que chacune de ces 3-là peuvent être décomposées à l'aide d'un certain nombre de critères. Chacun de ces critères peut être décomposé en sous-critères. On arrive à une arborescence multicritère, hiérarchique multicritère, et on associe des métriques aux feuilles, donc aux derniers éléments non décomposés de l'architecture de l'arborescence multicritère. Et à partir de là, on peut évaluer la complexité du système d'information sur chacun de ces éléments-là. Ça donne, dans une première approche, l'élément suivant. Sur la conformité, on a retenu, fondé sur l'expérience, mais aussi sur les cadres que je vous ai présentés tout à l'heure, la conformité réglementaire, organisationnelle et technique, dans lesquels alors, vous avez là un certain nombre de sous-critères, l'efficacité en termes économiques, en termes techniques et en termes internes, ce qui permet de rajouter les problèmes de performance, de fiabilité, mais aussi la fluidité entre les systèmes, l'adaptabilité, notamment au niveau temporel, car les systèmes bougent dans le temps. Un système d'information, à peine il est conçu, il est déjà un peu obsolète d'une certaine façon. Spatial aussi, parce qu'il y a le problème de scalabilité, et puis social, avec l'aspect dimension humaine
et interaction entre les différents utilisateurs. À partir de là, bien que les dimensions ne soient pas indépendantes, on va associer des poids à tous les éléments de l'arborescence multicritère. Ces poids sont contextualisés, ça veut dire sont des poids qui sont faits par rapport à une société particulière, par rapport à une banque X, bien évidemment, ces poids peuvent être différents d'une autre banque ou d'un autre organisme. Donc là, la complexité, elle est décomposée sous forme d'obligations en termes de conformité, d'efficacité, d'adaptabilité. On la décompose en sous-critères, on décompose en sous-sous-critères. Là, je ne peux pas vous montrer toute l'arborescence, ça fait à peu près 600 nœuds différents. On pondère avec le client, dans le contexte en quelque sorte dans lequel c'est fait, on paramètre ces différents nœuds et on procède à des évaluations à l'aide de métriques. Là, c'est des métriques, soit des métriques dédiées, soit des métriques qu'on a empruntées, parce que nous, on a travaillé pas mal sur les problèmes de qualité des systèmes, de qualité des modèles, la qualité des données, etc. On va aller chercher un certain nombre de métriques qui existent, associées donc aux différents éléments de l'arborescence multicritère, et on procède à l'évaluation. C'est ce qu'on a fait dans cette grande banque. Et assez bizarrement, après une expérience assez longue avec eux, ce qui apparaît comme étant l'élément le plus important en termes de réduction ou de priorité plutôt, de priorité en ce qui concerne la réduction de la complexité, c'est les aspects à la fois sociaux, humains et réglementaires, et pas les aspects techniques. Même si, bien évidemment, ils ont leur importance. Voilà. Je pense que, assez rapidement, j'ai essayé de vous présenter un peu cette approche fondée sur une arborescence hiérarchique multicritère. Merci. Alors, merci pour votre présentation très intéressante qui clôt en fait la série de présentations d'aujourd'hui sur des aspects socio-techniques qui sont... Oui, tout à fait. Et donc je vais passer la parole à la salle pour quelques questions avant de passer à la table ronde. Quelques questions? Oui. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais donc là, dans le cadre de cette banque que vous avez consultée, en pratique, quel type de mesures vous avez préconisé pour... Pardon? Quelles sont les métriques? Oui, métriques ou mesures pour réguler le système et éviter ce genre de... Les métriques ne se retrouvent pas nécessairement ici, parce que ça, c'est les premières branches de l'arborescence en quelque sorte, mais une fois qu'on a décomposé l'ensemble des critères et des sous-critères, les métriques sont associées à la feuille, ça veut dire à l'élément non décomposé à la fin. Et là, il y a un nombre considérable. Oui, mais comme exemple, parce que ça c'est une arborescence conceptuelle, mais après sur le terrain, techniquement, par rapport à leur système d'information, ça correspond à... La qualité d'un processus. Le processus de gestion des titres, par exemple. Si on cherche des métriques sur la qualité des processus, on a un ensemble de métriques. Il n'y a pas une métrique, il y a plusieurs métriques qui sont associées à ce qu'on appelle la qualité d'un processus. Ça veut dire est-ce qu'il est reconfigurable ou pas, est-ce qu'il est... le nombre d'activités qui composent le processus est un élément d'une métrique, enfin, ramené en quelque sorte aux activités. Le nombre d'activités qui sont modifiables par rapport à l'ensemble des activités du processus, c'est aussi notre métrique, et ainsi de suite. Je vais vous poser une question parce que vous avez dit à l'instant que un des facteurs clés, c'était l'aspect social, enfin, l'aspect sociologie humaine. Quelle est la fonction d'utilité que vous prenez, vous choisissez comme métrique dans ce cas-là? Alors, plusieurs éléments. Là aussi, dans la décomposition qu'on retrouve en fait les différentes métriques. Un élément, par exemple, important, c'est la satisfaction des utilisateurs. La satisfaction des utilisateurs, il y a plusieurs façons de mesurer ces satisfactions. Ce n'est pas simplement une enquête que l'on mène, c'est des éléments qui permettent de dire si par rapport aux objectifs qui étaient les leurs, au degré de satisfaction qu'ils ressentent, même s'ils sont utilisateurs et que ça donne satisfaction. Au fait qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de ce qu'on appelle des processus parallèles parce qu'ils n'ont pas confiance dans ce qui a été programmé en quelque sorte.
Voilà, donc, vous voyez, ce sont des éléments auxquels on associe bien sûr des métriques mesurables. Oui, et donc ces 600 résultats, vous les agrégez comment? Parce que donc, ces 600 choses qui ne sont même pas commensurables. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la propriété des arborescences hiérarchiques multicritères dans lesquelles le plus facile, mais ce n'est pas ce qu'on a fait nécessairement, c'est on évalue au niveau des feuilles et par des moyennes pondérées, par exemple, on peut monter au niveau intermédiaire jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de l'arborescence. Et ça vous donne des mesures de complexité qui sont intermédiaires en fait. Donc c'est des moyennes pondérées de critères par niveau. C'est un peu plus que des moyennes pondérées, mais c'est le principe des moyennes pondérées. Ok, merci. Oui, je profite d'avoir le micro pour poser une question. Je reviens sur l'image que vous avez employée sur l'orchestration. L'exemple que vous avez donné sur le crack, c'est comme si chacun avait joué sa partition sans cohérence, et donc il y a eu un problème systémique. Et c'est un terme, orchestration, qui a été utilisé à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc est-ce que justement ce problème de complexité, c'est où est le chef d'orchestre et comment définir son rôle et l'identifier en fait? Alors, de ce que j'ai compris, de l'analyse qui avait été faite par l'organisme américain de sécurité, il n'y avait pas de chef d'orchestre, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des systèmes qui, en période normale, quand on a des ordres d'achat ou de vente qui sont d'un volume correct, alors correct, c'est pas 4 milliards, bien sûr, là, les systèmes jouent très bien leur jeu individuellement, mais c'est des systèmes, chacun a son système, ce sont des systèmes propriétaires, mais qui travaillent ensemble en période normale. Dès qu'on sort un peu de la normalité, entre guillemets, n'ayant pas de chef d'orchestre, les systèmes, puisque ce sont plusieurs systèmes, se comportent un peu chacun à sa façon, de manière à préserver les intérêts de l'agent ou de l'organisme qui est concerné en direct. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le concept d'émergence. Tant que c'est individuel, ils ont un comportement rationnel ou un comportement qui est normal, en quelque sorte. À partir du moment où on sort un tout petit peu du cadre rationnel, il y a une propriété émergente qui fait que les systèmes entre eux ne retrouvent plus les interfaces nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement. Il y a un comportement qui est né, qui n'est pas prévu, qui n'est pas déterministe et qui n'est pas prévu dès le départ au moment où on a mis en place les différents systèmes. D'où peut-être le fait de n'intervenir qu'au niveau d'une seule banque. Est-ce que ce n'est pas vain? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas agir au niveau de toutes les banques ou de tout le système bancaire si justement on a besoin d'agir au niveau du système global? Est-ce que le fait de conseiller une banque en particulier peut régler le problème, ou alors on est face à un problème de scalabilité Nous, on n'a pas réglé le problème du crack. Hein. C'est pas ça ce que je voulais dire. Voilà, mais pour prévenir peut-être d'autres cracks. La banque en question était intéressée par savoir comment on peut faire face à ces problèmes de complexité qui naissent justement de ces propriétés émergentes. Donc, mais c'était spécifique à un contexte particulier. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va donc passer à la table ronde. Merci beaucoup.